Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et surtout de votre fidélité à cette rubrique. Nous allons parler ce matin des droits humains avec deux invités. Maître Amos Auguste, qui est spécialiste en droits humains, directeur de droits humains à l'OPC. Renan Edouville, professeur de droits humains à l'université et également membre de la commission présidentielle sur les prisons. Tous deux sont candidats pour devenir protecteurs du citoyen. C'est un plaisir pour nous se voir. Et alors, ce qui est intéressant dans l'émission matin, c'est que ce n'est pas le peuple qui pourra le voter. Et c'est une décision présidentielle ou bien gouvernementale que le capable de préférence. Mais il ne sera pas question de l'OPC aujourd'hui. Au contraire, il va être question de manière plus ou moins large des droits humains. Maître Edouville, bonjour. C'est un plaisir pour nous de se voir matin dans le point. Nous avons longtemps que nous ne pas parler. Je souhaite la bienvenue. Et merci, M. Théodore. C'est un plaisir qui est partagé. Donc, moi, profiter de l'occasion pour moi saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, internautes de Métropole. Je sais que cette émission elle est très prisée à travers le monde. Je suis capable de dire que c'est l'humanité parce que dans l'ensemble, et suivre là en direct. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Donc, ce n'est pas la première fois que je participe dans le point. Et moi, profiter de l'occasion pour moi saluer de façon très spéciale et mon ami de longue date, Maître Amos Auguste, qui a évolué dans le domaine des droits humains, même j'avais depuis un certain temps. On a milité ensemble. Et Maître Auguste, bonjour. Amos Auguste, bienvenue, ou même c'est la première fois participer dans le point. Oui, bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. C'est un plaisir pour moi participer dans l'émission ça, qui sont une émission qui est très, très écoutée dans le pays d'Haïti et à travers le monde. Et merci de ce que vous avez fait. Et nous invitons ça pour nous te prendre part à un gros débat, un échange sur la question droit monde. Et moi saluer et mon ami Maître Edouville, comme il dit les sons amis. Mais t'as plus bon, t'as plus bon, c'est pas des amis. Ok, monsieur. Alors, il faut dire que aujourd'hui, ce n'est pas journée internationale droit monde, ce n'est pas journée déclaration universelle droit monde. Bon, nous choisissons inviter, en fait, nous inviter deux spécialistes sur cette question. C'est pour aider le public, là, par exemple, qu'on ait parlé de droit monde en Haïti, qui ça lié. Qui ça violation de droit monde veut dire, qui le gain droit monde, une violation de droits monde et puis d'après peut-être nous parler tout de l'organisation qui est là pour défendre droits monde tout ça alors je vais commencer avec Maître Amos Auguste. Si vous avez bon Maître Auguste ils sont spécialistes en droits humains et Renan Edouville professeur des droits humains et là je pense que bien joindre. On va commencer avec Maître Auguste. Ouais. Là nous parlons de droits humains en Haïti. De qui ça va parler? Ok, là, on parle de droits humains en Haïti. Et moi-même, je prends. Ou bien pas en Haïti. Pas en Haïti, à travers le monde. À travers le monde. Voilà. À travers le monde. Et droit monde, c'est qui ça lié? C'est des points où on est fait ou vivre, ou gagner de droits qui attachés même à la personnalité en tant que monde. Et il y a des droits qui sont naturels, il y a des droits tout, c'est des prérogatives, c'est des facultés que vous baillez de citoyens pour que les jouissent de droits. Il se trouve que, c'est vrai que nous pouvons parler de déclaration universelle de droits monde, c'est pas occasion, mais... Non, on ne peut pas parler de droits monde sans parler de déclaration. C'est le document de référence en matière internationale, puisque le 10 décembre 1948, la communauté des États des Nations Unies a adopté le premier instrument qui n'est pas un instrument à caractère juridique contraignant pour que vous catégorisez les deux types de droits. C'est les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels. Étant donné déclaration à pas de portée contraignante,
ils pral par la suite légiférer cette fois-ci au niveau international, au sein des Nations Unies, côté, il a adopté les 2 pactes de New York. 2 pactes de New York, c'est parce que les Nations Unies étaient adoptées à New York. Ils ont adopté le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. C'est eux-mêmes qui viennent constituer de force qui gagnent en haute portée juridique contraignante pour les États qui eux-mêmes possédaient à leur ratification. Après, viennent gagner en succession de documents, d'instruments internationaux qui viennent adopter pour des droits spécifiques comme la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention contre le racisme, autant d'instruments qui viennent incorporer, alors qui viennent faire corps à instruments qui c'est Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, alors, pour nous tomber en Haïti, la Constitution 87 là, pral reprendre dans le préambule la Déclaration universelle des droits de l'homme pour reconnaître les droits inaliénables, universels et imprescriptibles à tout le monde, et il y a tout un chapitre qui est consacré aux droits fondamentaux. C'est de l'article 19 à 56, et l'article 19 l'a dit, l'État haïtien a l'impérieuse obligation de garantir les droits fondamentaux du citoyen conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pour montrer que... Mon dit l'État, si mettre là dit l'État, spécialiste dit l'État, comme ça l'a dit. Oui. On va dire gouvernement. Non. Mais en général, c'est le gouvernement toujours dans il y a condamné. Pour qui ça me dit gouvernement? En fait, par devant le système international ou les systèmes régionaux, comme nous appartenons à système international là, au sein des Nations Unies, et le système régional qui est le système interaméricain. Ce qui fait, lorsqu'il y a engagé, c'est les États. Dans tous les instruments internationaux, on dit que les États s'engagent à prendre des dispositions pour garantir telle catégorie de droits. Donc, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. Il se trouve que, en matière d'applicabilité des recommandations au niveau international, c'est-à-dire la mise en œuvre des instruments internationaux, ça dépend directement du gouvernement, mais en fait, c'est l'État, dans toutes ses composantes, qui doit mettre en œuvre dans ses politiques publiques pour garantir les droits de l'homme. Alors, Maître Douville, comme c'est un mot qui t'a parlé, pas je me dis pas d'accord, mais qu'est-ce qu'on a ajouté? Bon, dans l'ensemble, ça, Maître Amos dit c'est ça, mais seulement moi-même capable tout simplement faire une précision classique pour M. Théodore, et d'entrée de jeu, on te dit que jeudi, c'est pas Journée internationale des droits de l'homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas la Journée internationale des droits de l'homme, mais c'est une journée des droits de l'homme. Pour ça que je me dis ça, c'est parce que dans la mesure où on est unanime aujourd'hui à reconnaître qu'à chaque fois qu'on parle de droits de l'homme, c'est vrai que le 10 décembre, il y a consacré, il y a plus de manifestations à travers le monde et il fait référence effectivement à la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'on a présentée tout à l'heure, même ainsi que Maître Amos. C'est vrai que les Nations Unies a adopté une résolution côté consacrée le 10 décembre comme étant la Journée internationale des droits de l'homme, mais il y a unanime à reconnaître que les droits de l'homme, il doit échelonner sur les 365 jours. Cela veut dire... Chaque jour son jour. Chaque jour son jour droit de l'homme que lié, ou pas capable seulement contenter pour parler de droits de l'homme seulement le 10 décembre. Bien évidemment, on peut mettre l'accent sur le 10 décembre, mais ou de faire question des droits de l'homme sur toute échelle, tout au cours de une année, dans la mesure où que la question des droits de l'homme, contrairement à ce qu'un pile monde a pensé, eh bien, c'est une question qui est très vaste. Il embrasser tout un ensemble de principes, il embrasser tout un ensemble de droits. Ce n'est pas seulement les droits civils et politiques qui sont dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Non, ce n'est pas seulement une question de liberté, ce n'est pas une question seulement d'arrestation arbitraire ou illégale, mais les droits de l'homme vont au-delà même de la liberté individuelle. C'est pour ça qu'on va avec vous. En Haïti, lorsque vous parlez de droits monde, vous avez l'impression, Haïtiens, on comprend que il y a une violation de droits monde lorsque un policier qui est mort caléo, sans raison, ou bien les brutaliser, ou bien ils prennent ou mettent en prison de façon arbitraire, on a l'impression que c'est ça qui est violation de droits monde. Autrement dit, si un gouvernement passe sous pouvoir, il n'est pas suffisamment fait arrêter le monde pour des raisons politiques,
il y a un pile monde qui t'a pensé que, qui même envie de croire que le gouvernement, ça, c'est un gouvernement démocratique que parce que le pas fait arrêter un pile monde, pas un pile monde qui est en prison politique. Est-ce que question doit mon Maître Edouville est limitée à ça? Non, non, c'est bien dommage. C'est bien dommage, pour qui ça peut me dire c'est bien dommage, c'est parce que la réalité est telle qu'elle en Haïti. Donc, la CALPA, nous avons tendance à prioriser les droits civils et politiques, c'est-à-dire question de liberté, question de détention, eh bien c'est ça qui est toujours au cœur de l'actualité. Mais droits de l'homme, pas résumé seulement à ça. Donc, du jour au jour d'hier, ils admettent qu'il y a des principes de droits de l'homme. Par exemple, ils admettent que l'on aborde des questions de l'éducation, c'est un volet de droits humains. L'on aborde la question de la santé, c'est un volet de droits humains. L'on aborde la question de logement convenable, ce n'est pas les 4 murs plus un 3, mais l'on aborde la question de logement convenable, décent, eh bien c'est une question de droits de l'homme. L'on parle de questions d'infrastructure, on parler de services au niveau des institutions publiques, c'est aussi une question de droits de l'homme. Donc, et c'est peut-être ça que il y a un principe que spécialistes en droits de l'homme toujours aimé avancer, ils ont parlé de le principe de l'indivisibilité ou bien de l'indissociabilité en matière des droits de l'homme. Cela sous-entend que la question des droits de l'homme, eh bien, il faut prendre dans son forme de paquet. C'est un tout, c'est un ensemble. Maître Edouville, question, bon, je n'ai pas même besoin de retourner parce que je me prends pour dire que, ok, d'accord avec vous, mais qui me poser une question pour me dire que, est-ce que cela veut dire en Haïti, nous en constante violation des droits humains? Est-ce que nous pouvons dire comme ça? Alors, c'est pour m'aller dans le sens, Maître Edouville, qui parlait de l'éducation, l'accès à l'éducation, c'est un volet, à la santé, à l'éducation, droit à l'alimentation. À l'alimentation. Donc, au respect de la propriété intellectuelle également. Au respect de la propriété intellectuelle. Donc, nous sommes capables de dire, nous en constante violation, est-ce que nous sommes capables de dire que nous en constante violation des droits humains en Haïti? Bon, moi je pense que pas qu'une société qui sur la terre qui pas en violation des droits de l'homme. Ou capable de pas tomber dans des situations de violation systématique des droits de l'homme. Mais bon, ok, qui est ajouté systématique là-dedans, okay, pour Haïti? D'accord. Moi-même, moi t'ai dit, en termes de réponse, effectivement, nous gagnons tout le temps de violations de droits de l'homme. Et gagnons tout qui connaît de violations graves des droits de l'homme. Maintenant, si nous allons regarder dans quelle dimension et droit ça a violé. Même problème moi gagnant, c'est pas le fait que droit exister et que nous connaissons violé, mais c'est qui mesure pour rendre droit ça qui violé à l'effectif. Nous toujours prendre exemple sur le droit de propriété en Haïti. Très souvent, on a parlé de droit et à la liberté individuelle. Nous avons un paquet sur la question de la détention préventive prolongée. C'est vrai, au Cabo trouve en prison, côté gain de monde, qui était supposé juger et condamner le délai la loi prévoit, et qui apprend 3 ans, 4 ans, 5 ans sans être jugé. Alors que la Constitution lui prévoit un mécanisme, côté il dit, toute atteinte aux violations des libertés individuelles, est passible contre auteur de sanctions administratives, pénales et même des recours en dédommagement. Mais il se trouve que face à de préoccupations comme ça, l'État a gagné une obligation. Nous avons une obligation sur le plan de l'ordonnancement juridique pour que les règles soient appliquées, mais nous avons une obligation au niveau international sur tout ça, parce que l'État haïtien prend de engagement côté gagner de rapports périodiques qui soumettent auprès du Conseil des droits de l'homme ou auprès des organes de traité, côté il dit mais qui avance, mais qui progrès il fait en matière des droits de l'homme. Évidemment, nous reconnaissons qu'il y a un pile progrès ces derniers temps qui fait en matière des droits de l'homme en Haïti, même si il y a un pile défi qui peut relever. Si nous prenons exemple, le droit à la liberté d'expression, le droit à l'association, oui, sur le plan des droits civils et politiques, il y a un pile progrès, mais si nous prenons application du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Maître Edouville se parlait du droit à la santé. Et ça, c'est un problème crucial. Tout le temps gagné, crise dans l'hôpital, tout l'hôpital paysan a campé. Et ça, moi-même, moi, considérer les prendre son angle systémique.
Ce n'est pas deux bagailles. Un bon jour à pleuver et nous héritons depuis 200 ans. Système dans lui-même, c'est l'équipe qui problème. Maintenant, c'est qui mécanisme qui mettre en place maintenant, pour que garantie Maître Louville, est-ce que aujourd'hui, on a nous parler de société presque parfaite en termes de respect de l'homme? Est-ce que ça existe aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans la mesure où que, à chaque fois qu'on aborde des questions de droits de l'homme, eh bien, on aborde avec une idée comme si c'est une idée à la atteindre. D'ailleurs, c'est ça qu'on joue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, la deuxième précision aussi. Faut dire pour là. Quand même, il y a des droits fondamentaux. Il y a des sociétés qui arrivent à respecter, ou par exemple, droit à la santé, droit à l'éducation. Il y a des décisions d'État qui prennent pour ça. Est-ce que dans le niveau, ça, nous pas capable de dire qu'il y a des sociétés qui, au moins, même si c'est à 50-60%, ils arrivent à respecter les droits ça? Non, le tableau a un droit différent d'un pays à un autre. Il a un droit différent d'une région à une autre. Tout dépend de ce que le régime politique a lui-même choisi comme priorité. Donc, on doit dans une société où est que le régime politique en place, ou bien le gouvernement, ou bien l'État, décider, mettre accent sur la première catégorie des droits de l'homme, c'est-à-dire les droits civils et politiques. Concerto, on doit dans une société, côté conjoint, l'État lui-même décider prioriser les droits économiques, sociaux et culturels. Concerto, on doit dans une société tout qui décide lui-même accorder beaucoup plus d'importance à la troisième catégorie des droits de l'homme. Des droits qui sont censés en rapport avec l'environnement, avec la solidarité, avec la paix. Concerto, on doit avoir une société, un pays qui décide beaucoup plus d'importance à la quatrième catégorie de droits de l'homme, c'est-à-dire des droits qui ont un rapport avec les nouvelles technologies de l'information. Donc, cela veut dire, en gros, tout dépend de choix politiques que la société a fait, que le gouvernement a fait. Ça, c'est une première chose. Maintenant, la deuxième chose, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, où tu as trompé, c'est où tu as dit que la question des droits de l'homme est réglée à 100%. Non, impossible. Effectivement, au il y a des États qui sont beaucoup plus en avance de phase par rapport à la question des droits de l'homme par rapport à d'autres pays. Même dans la plus grande démocratie. Bien sûr. Et ceci, il y a plusieurs causes. Mais en réalité, à chaque fois qu'on parle de droits de l'homme, j'en ai dit tout au début, où est l'État? Parce que l'État a 3 attributions en matière de droits de l'homme. L'État a une attribution de respecter les droits de l'homme. L'État a pour attribution de protéger les droits de l'homme. L'État dit respecter que c'est l'État lui-même qui doit d'abord respecter ça qui est dans les instruments internationaux, ça qui est dans les textes nationaux. L'État a pour devoir pour protéger les droits de l'homme, c'est-à-dire l'Inde protéger les droits de l'homme, c'est-à-dire éviter que M. Théodore pas violer, pas faire une atteinte sur moi-même. Donc si l'État se fait complice, l'État ne protège pas. Et ensuite, l'État a pour obligation également de s'entarrer et travailler pour la mise en œuvre des droits de l'homme. Travailler pour la mise en œuvre des droits de l'homme, cela veut dire c'est mettre des structures, mettre des balises, mettre des mécanismes, mettre des institutions qui sont capables de travailler dans la question des droits de l'homme. Et un dernier point aussi important par rapport à la question de M. Théodore, c'est important aussi, et M. Amos, pour nous préciser ça pour les téléspectateurs de Télémétropole, et à chaque fois, il y a toujours pensé que depuis un cas d'injustice dans la société, c'est une violation des droits de l'homme. Non? Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Ou capable en présence d'un cas d'injustice qui part de manière classique un cas de violation des droits de l'homme. Par exemple, nous décidons de monter un taxi, je ne pas payer chauffeur taxi, je suis un simple individu. Maintenant, là, ce n'est frapper chauffeur de taxi, ce n'est pas forcément un cas de violation des droits de l'homme. Il va relayer plutôt un cas d'atteinte aux droits de l'homme. Il est capable de venir au cas de violation des droits de l'homme dans la mesure où, après je fais ça, je bénéficie de la complicité directe ou bien indirecte de l'État. Donc, mais généralement, il y a un amalgame qui fait sur question droits de l'homme dans ceci depuis plus d'une vingtaine d'années. Même la notion même de droits de l'homme, nous sommes capables de dire galvaudé, parce que dans la radio, dans la télévision, un peu partout, ou toujours tendé, il toujours présenté comme tableau tous les cas d'injustice comme étant des cas de violation des droits de l'homme, alors qu'en réalité, du point de vue classique, il y a une différence à faire entre un cas de violation des droits de l'homme et une atteinte aux droits humains. Maître, il y a un pile protecteur de droits monde, ou bien défenseur de droits monde en Haïti? Ou une cinquantaine, ou une centaine?
Gagner, alors, de grandes différences entre organisation et non, les défenseurs. Pas d'organisation, beaucoup d'organisations. Les défenseurs. Oui, le défenseur. Beaucoup d'organisations. Ok, tout le monde, en fait, qui, là, nous parlons dans le domaine institutionnel ni organisationnel, mais depuis le monde qui est impliqué dans fait défense droit monde, et là, on a parlé de militance là, en matière des droits de l'homme, à ce moment, les entrées dans la catégorie que nous appelons les défenseurs des droits de l'homme. Mais pour son défenseur des droits de l'homme, il faut qu'on impliqué à fond dans défendre droit monde. Mais sur le plan institutionnel, si vous permettez-moi, nous avons fait une parenthèse sur et on a avancé, Maître Edouville a fait là, c'est que le gain de violation des droits humains, il faut qu'on ait en mesure pour impliquer l'État, directement ou indirectement. Maintenant, c'est qui gens le droit ça violer, comment yo faire arriver respecter. Si, par exemple, un monde qui est victime d'une violation de la part d'un policier, la première chose à faire, c'est de saisir l'inspection générale de la police contre ce policier. Il revient à l'inspection générale à ce moment-là pour décider d'adopter des mesures disciplinaires et par la suite, il a décidé s'il a déféré l'affaire-là par devant le parquet pour les poursuites que de droit. Cependant, c'est garder au niveau de l'effectivité du droit, c'est comment on est capable de garantir le droit, même au niveau international. Et ça a toujours intéressé nous. Parce que bon système qui est tellement inefficace, qui est tellement pas actif, et en pile fois qui est très politisé, il ne peut pas permettre un mécanisme accessible. Et très souvent, moi, dit l'accessibilité à la justice n'est pas résumée seulement au fait, au bâtiment et aux juges qu'il a, mais il y aller plus loin sous manière de faire là. C'est-à-dire, est-ce que le système est effectif, c'est-à-dire au niveau de composition tribunal, et qu'on a accès à avocat, parce que dans la majorité des cas, les gens qui ont subi, qui ont victime, ils n'ont pas gagné en assistance juridique. Je préfère dire assistance juridique, c'est parce que très souvent, et c'est deux programmes d'assistance légale qui gagnent pour accompagner les gens dans la dernière phase procédurale, mais c'est surtout en matière de détention. Et en termes de recours, lorsque vous épuisez voie de recours interne, il faut que vous connaissiez, il n'y a pas de recours qui est effectif. Là, vous finissez d'épuiser voie de recours interne sur le plan national, il y a une possibilité pour aller vers des organes internationaux, soit régionaux, pour faire valoir droit. Mais là, c'est un peu compliqué, c'est très difficile parce que nous connaissons. Alors, merci Maître Auguste. Maître Edouville, vous parlez tantôt de concepts qui galvaudés en Haïti. Est-ce que les différentes organisations ou les différents organismes de défense des droits humains, est-ce qu'il n'y a pas pour de bon dans la façon question doit véhiculer dans la presse? J'en ai dit déjà au début, il y a des gens qui ont l'impression que il y a des organismes qui seulement à veiller les faux pas d'un gouvernement pour dire qu'il y a une violation de droits humains. Qui rôle un organisme de défense des droits humains dans la question respect des droits humains? Bon, alors, M. Théodore, il faut me dire que la question, ça, je l'ai développée dans un livre que j'ai publié tout récemment, qui était titré d'ailleurs même Le défenseur des droits humains et sa mission au quotidien. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que un organisme de droits humains, ou bien un défenseur des droits humains, eh bien, il y a plusieurs missions que l'État doit appliquer. D'abord, c'est vrai que première responsabilité d'un défenseur des droits humains, ou bien un organisme de droits humains, ou bien une organisation de droits humains, eh bien, nous sommes capables de dire, c'est recueillir des informations pour tout ce qui est en rapport avec les questions de droits humains. C'est-à-dire, une fois que nous avons un écho d'une question de violation des droits humains, côté que l'État ou bien un agent de l'État impliqué, eh bien, aller à la source, comme vous le faites, pour le vérifier fait ça, pour le vérifier allégation ça, et une fois que le constate que l'allégation ça c'est un fait réel, eh bien qu'on y a, il doit décider lui-même de dénoncer à travers une note de presse, à travers un communiqué, donc à travers une interview. Une rôle c'est dénoncer. Une rôle c'est dénoncer. Donc à travers un rapport. Ça c'est une mission que
une organisation de droits humains ou bien un défenseur des droits humains fait. Mais il ne pas doit tromper. Ça mettait accent sur lui parce que il n'est pas capable de décider, faire une position sortie ou bien faire une dénonciation sans que il pas aller à la source pour vérifier ça l'a bien si c'est ça que lié d'abord. Et pendant que le va vérifier en tout, eh bien, le défenseur des droits humains qui est responsable, hein, qui croit en tête, qui respecte le travail que l'a fait, même si que par exemple, il rencontre avec la victime, mais il faut qu'il laisse une porte l'ouvrir tout pour le rencontrer également avec l'éventuel, le présumé accusé. Il n'est pas capable de dire que bon, je prends un accompagnement juridique, je prends mon ça qui est victime, et puis sans que lui-même n'ait pas à le vérifier pour le tendre l'autre son de cloche, la version de monde qui est accusé. Parce que, en réalité, le défenseur des droits humains, c'est quelqu'un qui essaie de faire l'équilibre. C'est-à-dire, non seulement il faut l'ouvrir les yeux sur les droits des victimes, mais il n'est pas capable de fermer les yeux sur les droits des accusés dans la mesure où nous sommes capables de référer à la question de la présomption d'innocence. Maintenant, deuxième mission que le défenseur des droits humains gagne, ou bien organisation de droits humains fait, eh bien, et qui est plus fondamental même, c'est le travail de promotion au quotidien. Le travail de promotion, c'est ça nous l'éducation, c'est la sensibilisation, c'est permettre aux gens qui vivent dans la société, Jean Abdi Lala, Jean fait là à travers l'émission, qu'on connaît qui ça les droits humains. D'abord, comment capable d'identifier un cas de violation des droits humains? Et qui ça qui une violation des droits humains, qui ça qui pas une violation des droits humains? Et dans le cadre de question de promotion, il faut défenseur des droits humains faire ressortir tout, ça nous a la responsabilité partagée en matière des droits de l'homme. Donc, je ne dis pas, vient avec une expression, pas je ne dis mais depuis un certain temps, depuis vers les années 1950, même avec la présidente de la Commission des droits de l'homme qui a travaillé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, Mme Eleanor Roosevelt. Donc, il faut ressortir que ou pas capable de protéger les droits de monde, ou pas capable de parler de droits de monde sans qu'on pas mettre accent sur la responsabilité partagée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'État, à travers ses structures, gagne une responsabilité. Mais M. Théodore, moi-même, au Naïdouville, Maître Amos Auguste, nous n'avons pas de responsabilité, nous, en tant que citoyens. Donc, nous devons impliquer au quotidien en matière, dans les questions de sensibilisation au niveau de la population. Et un troisième axe qui est négligé malheureusement en Haïti, eh bien, c'est qu'une organisation de droits humains responsable, ou bien un défenseur de droits humains responsable, eh bien, il doit rester, nous capables de dire, ouvert dans le cadre d'un échange de collaboration, de participation, de rencontre avec les structures étatiques. Les structures étatiques à tous les niveaux, auprès de l'exécutif, pour le sensibiliser, exécutif, sur des questions d'actualité, sur des questions des droits de l'homme. Il faut faire un plaidoyer auprès des instances au niveau du pouvoir législatif. Les parlementaires, c'est important pour un défenseur des droits humains, pour l'organisation des droits humains. Parce que c'est lui-même qui peut l'ouvrir pour dire, attention, il y a tel instrument international là qui t'a mérité ratifier. On nous ratifie. Par exemple, le commerce sur les armes. On nous ratifie, par exemple, les statuts de la Cour pénale internationale. Donc, autant d'instruments, par exemple, qu'on est capable de sensibiliser, ou qu'on doit même faire des rencontres également avec des parlementaires, ou qu'on doit faire des conférences dans des quartiers, dans des zones et en province. Donc ça, c'est entre autres un rôle défenseur. Défenseur. Et donc, ensuite, auprès également du pouvoir judiciaire, le défenseur des droits humains, il doit en contact avec les juges, parce que en réalité... Même que les besoins plus ça, nous plus traiter. Non, en réalité, M. Théodore, qui sont placés pour veiller à l'application des prescrits qui ont dans des instruments internationaux en rapport avec la question des droits de l'homme. Ce sont nos magistrats. Donc, en réalité, malheureusement, en Haïti, il y a toujours mis accent sur le volet de dénonciation, mais il n'y a pas que la dénonciation. Donc, défenseur des droits humains, il fait dénonciation, il fait promotion, et puis il développe, nous capables de dire, des relations avec des structures étatiques au niveau des trois pouvoirs. Donc, perspective de promotion de l'homme. Exactement. Merci, Maître Edouville. Alors, avec Maître Amos Auguste, par contre, il y a un mot que le cas ajouté à parenthèse, ça, ou encore à réponse, Maître Edouville, là, en attendant que nous refermions la première partie et émission pour nous prendre pause là. Oui, moi, tout à fait d'accord avec Maître Edouville. Parce que nous-mêmes, nous pensons, en principe, l'enseignement des droits de l'homme, il doit au cœur
de toute action et l'État a tout. Si à travers les écoles, à travers les universités, ils n'ont pas sensibilisé, ils n'ont pas éduqué, et même pour les organisations de défense des droits humains, ils ont gagné pour devoir tout pour aller faire formation dans le domaine des droits humains, c'est-à-dire faire éducation des droits de l'homme. Parce que pour arriver à une culture du respect des droits de l'homme, il faut que les gens eux-mêmes connaissent. Est-ce que vous pensez c'est tout le monde qui est dans l'État, qui est dans la structure de l'État, qui connaît qui sont instrument. L'État haïtien ratifié presque, je dirais, 90% des instruments clés du système des Nations Unies. Les premiers instruments qui étaient adoptés, ils ont ratifié. Et récemment, et c'était en 2012, 31 décembre 2012, l'État haïtien prend un engagement. Depuis 1966, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été adopté. Il est arrivé à ratifier en 2012. Et gagner de l'autre instrument, en cours, la Convention contre la torture qui a été adoptée en 1984, qui reprend des dispositions déjà signées. Il a signé en août 2013. Et l'État haïtien a même mis en place, et je crois que c'était en 2013, en avril 2013, ils ont mis en place un comité interministériel chargé des droits de la personne. C'était pour la première fois. C'était pour la première fois, ils ont mis dans le système de l'État, une institution comme ça, qui lui-même, pas un organe exécutif, les rattaché à la primature, il est là seulement pour lui collecter les informations et auprès des différentes instances de l'État. On va parler de l'OPC. Non, ce n'est pas de l'OPC. Ce n'est pas de l'OPC, ce n'est pas OPC, les différents. Et je pense dans la deuxième partie, on va parler de OPC qui rôle, parce que c'est un organe de l'État, mais c'est là lui-même pour assurer, veiller, respect par l'État en matière des droits de l'homme. C'est-à-dire tout engagement que l'État prend, tant sur le plan national, sur le plan international et régional, c'est l'Office de protection citoyenne qui gagne obligation pour veiller dans le cadre de mission, parce que c'est la Constitution même qui crée. En tout cas, on a d'accord. Juste une virgule, si vous permettez, moi, M. Théodore. Alors, et collègue là, tu as parlé du comité interministériel des droits de la personne. C'est une initiative qui était prise sous l'administration Martelly Lamotte, et que c'est la ministre Rosanne Auguste qui était venue avec l'idée ça pour te gagner à travers l'État un comité interministériel, c'est-à-dire que tu gagnes des représentants de différents ministères et qui poser question droits de l'homme et ceci à tous les niveaux, éducation, santé, logement, liberté d'expression, propriété intellectuelle, etc. C'est-à-dire à travers le comité ça, tu as un représentant de chaque ministère. Mais malheureusement, c'est bien dommage, on doit le dire en toute vérité, en toute objectivité, qu'en 2016, on avait décidé, en 2016, 2015, fin 2015-2016, on avait décidé de fermer cette structure. En 2016, c'est fermé. Donc, le comité interministériel des droits de la personne, ça n'est pratiquement pas existé encore. Il y a des gens, bien évidemment, au niveau de la primature, qui travaillent sur la question des droits de l'homme, mais c'était une bagage qui était réellement important. C'était pour la première fois dans l'histoire d'Haïti qu'on avait un comité interministériel des droits de la personne qui prend en compte tous les aspects en matière de droits humains. Sur ce point, ça, M. Théodore, si vous permettez, Maître Douville, moi, quoi, en 2016, c'est-à-dire en novembre 2016, Haïti était examiné par le Conseil des droits de l'homme et sous tout progrès par devant le Conseil des droits de l'homme en matière de l'examen périodique universel. Ça, moi, rappelez, c'était le comité interministériel était là parce que il n'est pas fermé et définitivement. Il se trouve que il n'est pas actif. C'est à chaque fois qu'il y a des rapports pour produire, rapport pays, que ce soit auprès du Conseil des droits de l'homme, auprès des organes de traité, ils ont remobilisé pour commencer pour le travail. Mais effectivement, ils ont un peu dispersé. Chaque fois, ils ont besoin pour élaborer rapport, mais ils sont pas là pour coordonner et mettre en œuvre politique publique en matière des droits de l'homme. Nous allons prendre pause là, mais là, nous retournons, avant de parler de questions au PCA, d'après moi, ouais, avec nous. On se dit il y a quelques instants que la majorité des outils de défense de l'homme en Haïti ratifiés. Mais qui ça qui explique que, en dépit du fait que nous ratifiés, pas rien que vraiment, en pile, dans prescrit ça ou pas respecté. Par exemple,
nous connaissons des périodes de dictature, alors que nous avons signé une déclaration avant. Ah oui. Avant, nous connaissons des dictatures, nous connaissons des journalistes qui ont tué, des militants politiques qui ont exilé, etc. Je dis en question accès à la santé, à l'éducation, au logement, aux droits sociaux fondamentaux, il y aurait été en fait, il y a de grandes barrières qui dressaient pour ne pas. Il y aurait été des défis jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que, en dépit du fait que l'État haïtien prend engagement vis-à-vis de la communauté internationale et les différents gouvernements qui se sont succédés au cours de ces 50 ou bien 70 dernières années, on n'a pas l'impression que gagner des réponses qui parlent bail. Violation de droits mondiaux continue à être systématique, même s'il y a lieu de souligner les efforts consentis. D'abord, nous ça, le tourner après pause. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Amos Auguste, spécialiste en droits humains, et Renan Hélouville, professeur de droits humains, sont les invités de la rubrique Le Point. C'est le temps de la pause. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience avec nous aujourd'hui. Amos Auguste et maître Amos Auguste et le professeur Renan Hélouville. Avec nous, invitez-nous, nous avons parlé de violation de droits monde. Alors, avant de pause là, nous avons ouvert une parenthèse pour me dire que, alors pas pour m'apprendre nous, mais pour mettre sous table là, il y a un constat. Constat, c'est qui ça? C'est que depuis plusieurs décennies, si vous voulez, nous avons ratifié un pile d'outils qui ont un rapport avec la violation de droits de l'homme. Mais n'empêche que, bon, Dieu seul sait si nous ne faisons pas bac. Si nous ne faisons pas bac, en tout cas, nous en place, en termes de, nous avons fait du surplace en matière de respect des droits de l'homme. Notez qu'on est des périodes de dictature féroce en Haïti, un pile mourir. Et ça qui va rien pour louer avec la question de droit de l'homme. Ouais. Nous allons dans l'autre phase, dans l'autre aspect, nous dit que les gens leur fait au gain un certain nombre de droits fondamentaux, droits à l'éducation, à la santé, au logement. Combien de gens aujourd'hui, s'il est malade, s'il n'a pas de corps, mourir? Combien de gens aujourd'hui, s'il n'a pas de corps pour payer l'éducation, s'il a été analphabète? Combien de gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas de droit au logement? Ça passe. Qui est-ce qui... Vous avez parlé tout à l'heure de nécessité d'un partage de responsabilité à ce niveau, mais qui ça moi-même, par exemple, pour moi dans comme ça, qui sont pour moi dans comme ça, ou même si on a parlé de responsabilité de tous les secteurs, ou bien de chaque monde, dans violation de droit ça. Vous voulez répondre, Maître Hélouville? Oui. Qu'est-ce que... Bon, okay. Parce que je connais que tu n'as pas de petit problème, ça, nous avons réfléchi à la question pendant la pause là. On va commencer. Ok, on va commencer. Alors, d'abord, M. Théodore, vous, en tant que citoyen, vous avez une grande responsabilité. Je fais travail dans la rue? Ah oui, bien. Ou fait, bien sûr. Donc, je m'oblige à dire. Et c'est pas courir dans ma fait. Vous avez une grande responsabilité. Alors, il y a deux choses. Nous sommes capables de dire même toi-même. Première chose qui gagne, c'est que quand l'État décide de signer, ou bien peut-être plus devant, ratifier un instrument international de protection des droits de l'homme, c'est une bonne chose. C'est un pas très important, c'est un pas très significatif. Pour moi-même, en tant que défenseur des droits humains, pour mettre Amos, qui est dans la question des droits humains, qui est un spécialiste dans la question des droits humains, mais pour la société à tout en général. Alors, pour qui ça? C'est parce qu'en réalité, lorsque l'État décide de signer ou bien de ratifier un instrument international, eh bien, ça permet que les gens qui vivent dans la société aient des outils dans la main pour capable défendre le droit lorsque le droit est violé. Donc, il peut faire référence, soit lui-même, ou bien soit à travers avocat, ou bien soit à travers une organisation de droits humains, de documents ça, de instruments juridiques ça, que l'État signe ou bien que l'État a ratifié. Donc, c'est une bonne chose. La deuxième chose qui est aussi importante, c'est que quand l'État lui-même décide de ratifier un instrument international, je ne vais pas dire si, ou qu'on ait le tour aussi bien que moi, M. Théodore, eh bien, il est obligé, conformément à ça, article 276-2 de la Constitution d'île, il est obligé d'adapter l'instrument international ça par rapport à la législation nationale. Donc, cela veut dire
tout ça qui était en dedans instrument international là, il vient faire partie de sa législation nationale là. Ça, c'est une deuxième chose. Maintenant, je ne dis pas pour qui ça que nous avons des cas de violation des droits humains lorsque l'État a ratifié tout un ensemble d'instruments internationaux. Pour qui ça? Qu'est-ce qu'il faut? C'est tout simplement une volonté politique. Il faut qu'il y ait au niveau de l'État... Ça va dire que volonté politique, certes, mais un engagement de chaque citoyen, non? Non, d'abord, c'est la volonté politique de l'État, grand E, au plus haut niveau. Okay. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un engagement, il faut qu'il y ait un signal que les autorités politiques lancées, voyez, pour montrer que l'instrument international, ça est prêt pour respecter, protéger et mettre en œuvre. Et là, nous dit les autorités politiques au plus haut niveau, je vois les trois pouvoirs, au niveau de l'exécutif, bien évidemment, au niveau du Parlement, qui est responsabilité pâle, au niveau du pouvoir judiciaire. Ça, c'est une première chose. Mais un bon président, par exemple, ou bien un bon candidat à la présidence, tu auras dit comme ça, ok, si le président là, je dis, on va faire respecter le droit monde. Monsieur Théodore, non. Ok, bon, moi, bien content, et Maître Edouard fait référence à l'article 276-2 de la Constitution. 276 là, il fait obligation à l'État, puisque depuis au ratif instrument ou dans l'obligation pour mettre en œuvre et ajuster tout ce qu'on gagne, tout corpus législatif qu'on gagne dans la CAIO qui pas en adéquation à instrument international, il faut qu'on fasse. Mais moi-même, en revanche, moi toujours aimé faire référence à l'article 27-2 de la Constitution qui pour possibilité les victimes de violation des droits humains, ils sont capables d'intenter de actions contre l'État. C'est ça, il en a parlé de engagement, il faut que les gens même connaissent un mécanisme qui est en place, même si dans les faits, dans la réalité, il n'y a pas d'Haïti, oui. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'engagement. Oui. Non, on n'a pas d'Haïti. Oui. Lorsqu'on dit un citoyen, je dis, le citoyen moyen, on dit que le cas l'État, la justice. Non, peut-être pas, ou quand ça va passer dans la tête? Ou est-ce qu'on comprend? Moi d'accord. Est-ce qu'on croit que le comprendre dans sa vie? Moi d'accord, et me comprendre. Au compte qui ça fait ça? C'est l'institution pour renforcer, responsabiliser et puis quitter au fait travail, évidemment, sans un accompagnement de monde qui est victime. Parce que moi, bien content, moi, ouais, l'État voulait prendre en charge la question de l'assistance juridique. Depuis 2015, il a mettez un groupe de travail en place qui pour travailler sur un avant-projet de loi sur l'assistance juridique. Moi-même, je fais partie de ce groupe de travail. Qui ça prévoit? C'est à toutes les phases. Et dans tous les cas, ce n'est pas seulement au niveau pénal que Pral Baïmounio ont accompagnement juridique. Ce n'est pas seulement dans les procès, mais tout espace côté moun a un problème. Li c'est un démuni, il pas de possibilité pour le payer un avocat, l'État prend question ça en charge et est capable de prendre de prestataires de services. Prestataires de services, ce n'est pas essentiellement l'État qui prend le bail et avocat. Donc, il est capable de conserver avec le barreau ou avec d'autres entités qui eux-mêmes ont fait travailler. Pourquoi ça nous pas chita thèse nous-mêmes qui sommes spécialistes en question? Pourquoi ça nous pas chita argumentaire nous sous nécessité pour changer l'État? Maître Edouville, ou tu es membre de la commission présidentielle sur les prisons, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que même au niveau de la présidence, nous t'es interpellés sur le problème, sur le peuplement carcéral que nous gagnons aujourd'hui. Mais depuis combien de temps prisonniers ou encore détenus dans l'État que vous avez? Je ne sais pas un rapport que nous avons fait, nous dit que ok, détenus vivent dans la commune. Je ne sais pas c'est ça qu'on dit. Maître Edouville. Tout à fait. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, nous faisons plaidoyer pour un autre l'État? L'État, effectivement, qui peut tenir compte de ces problèmes réels de la société. Alors, par rapport à la question, ça, je vais préciser pour M. Théodore, c'est qu'effectivement, au niveau de la commission présidentielle, il y a une commission que le président de la République lui-même a nommée, et qui a mis sur pied, qui a gagné 9 personnes. Il y a eu un mandat pour enquêter sous mauvaises conditions ou bien les cas de décès qui t'a enregistré au niveau du pénitencier national. En parenthèse, ça te jeune, ça fait mon ça mourir. Et bon, pas bonne pas paquet. Non, bon rapidement. Et d'abord, qui sa commission a fait?
commission rencontrée avec toutes les parties prenantes. Non, ça c'est Oui. démarche la méthode. Ça, c'est démarche, la méthodologie, etc. Auditeur, on a même connaît ça qui passe. Pour ça, récemment, nous apprenons que prisonniers a mouru par bande. D'abord, ça que nous constatons, il faut me dire que je réserve le droit pour me battre tout ça qui est dans le rapport. Mais ça que non, mais ça est-ce que c'est le mot naturel que nous mourons? Non, ça que nous constatons d'abord, c'est que l'ordre pénitentiaire national, fonctionnement ou bien mauvais fonctionnement pénitentiaire national, la situation alarmante que les prisonniers vivent, eh bien, les causes sont profondes, M. Théodore. Et variées? Non, profondes et variées. Profondes et variées. Profondes et diverses. Profondes. Donc, il y a plusieurs causes. Ce n'est pas seulement de décès de prisonniers seulement pour eux. C'est-à-dire que d'abord, ça nous constater, c'est que il y a une mauvaise coordination entre tout acteur qui est en question prison en Haïti. D'abord. Qu'on prend DAP, qu'on prend le ministère de la Justice, qu'on prend les juges d'instruction, qu'on prend les parquets. Donc, il y a un problème de dysfonctionnement, de manque de coordination là-dedans. Ça, c'est un. Ok, non, mais est-ce que le problème, ça, nous va résoudre? Maintenant, est-ce que nous va résoudre le problème? Sans besoin qu'on ait en même, d'abord, des CO, ce n'est pas ça seulement. Il y a, ça nous a révélé, un manque d'implication des structures étatiques qui t'a supposé qu'on droit de regard dans la prison, M. Théodore. Parce que l'autre en prison, il y a toujours tendance à avoir seulement le ministère de la Justice. Mais il n'y a pas que seulement le ministère de la Justice, M. Théodore. Donc c'est il y a le ministère du Commerce également, qui t'a supposé veiller à ça, manger que les prisonniers ont mangé. Est-ce que l'en bon état, est-ce que c'est pas de manger avarié? Okay. Est-ce que non mais là, Maître Nouville, parce que on a plusieurs bails pour nous en même temps ensemble. Donc les prisonniers qui mourent, c'est mauvais manger que bail, pas vrai? C'est ça? Non, moi dis que d'abord, premier bagage pour elle prendre ça qui a passé dans le pénitencier national là, première cause, mauvaise situation. Deuxièmement, il y a une question de aliments que les prisonniers même à recevoir. Donc pas de droit de regard sur ça. Okay, parce que le manger au vini, parfois, ou pas une instance véritablement qui peut condamner au dire allez manger prisonnier. Ok. Comme c'est prisonnier, il est capable de manger. Et puis, il y a l'autre bagage qui est aussi fondamental dans la question prison, c'est le ministère de la Santé publique. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, nous faisons des recommandations au président de la République pour que vous ayez implication non seulement du ministère du Commerce, mais également du ministère de la Santé publique. Le personnel infirmier au niveau... d'accord que le personnel défaillance là sorti au niveau de l'État. Donc c'est l'État qui change le problème. Oui, donc maintenant, ce n'est pas seulement une instance pour eux. On ne peut pas le dire, mais non, c'est la direction de l'administration pénitentiaire nationale qui est responsable. C'est pas non, la question, elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus complexe que ça en monde t'a pensé. Mais le fait est que nous mourons. Bon, il y a des gens qui mourent, mais attention, ça que la commission fait ressortir comme dans le rapport, c'est que nous avons une phrase qui est assez importante, nous dit que les cas de décès, il n'y a pas eu véritablement une série de décès qui ont enregistré au niveau du pénitentiaire national. C'est-à-dire, sortant dans la presse, côté où il y a un paquet de prisonniers qui étaient morts dans le pénitentiaire national, non. C'est des prisonniers qui étaient sortis dans l'autre centre carcéral et puis qui rentraient, qui viennent dans le pénitentiaire national. Donc, étant donné que le service infirmier licencié dysfonctionnel, et puis... Dans le rapport commission, est-ce que nous avons combien de monde qui mourit dans une période, par exemple pour l'année 2016? Toutes données au chiffré, depuis... Nous remettons un document de plus d'une quarantaine de pages avec des données statistiques, des tableaux statistiques. Non, pour une année, combien de monde qui mourit, combien de détenus qui mourit? Non, nous avons un devoir pour nous travailler sur les 6 derniers mois, les cas de décès enregistrés au niveau des 6 derniers mois. Je n'ai pas le chiffre en tête. Est-ce qu'il y a une centaine? Non. Il va y avoir une centaine? Non. D'accord. Merci, M. Douville. Et professeur Amos Auguste, on prend l'autre point rapidement, puisque vos résumes là, moi, nous va être encore devant nous. Okay. Rapidement, OPC. Ouais. C'est un rôle, pas vrai? Vos résumes sur la question, ça, non? En principe, OPC, toute question, tout côté qui gagne violation de droit de l'homme, puisqu'il gagne attribution pour intervenir sur toute institution de l'État. Qui nécessite OPC si la justice est efficace? Qui tape importance ou bien nécessité pour OPC exister? Ok, même si la justice est très efficace, on a toujours besoin d'un type d'institution comme ça. Qui ça là pour le faire? Parce que son institution, selon standard international,
parce que ce n'est pas seulement en Haïti qui existait un type d'institution comme ça. Il se trouve qu'en Haïti, il parlait de l'Office de protection citoyenne, c'est le protecteur du citoyen qui a dirigé lui, qui a un mandat de 7 ans, selon la Constitution. Il est là pour protéger tout le monde qui est capable de victime abus de l'administration publique. Et là, nous parlons de l'administration publique, nous avons toutes composantes l'État qui est capable lui-même de violer les droits de l'homme. Mais ça, il faut connaître. C'est que l'institution, ça, il est là pour veiller tout, et selon la loi organique, 20 juillet 2012, pour veiller au respect de l'État, de tout engagement qu'il gagne. Cependant, il gagne en mission pour faire deux bagages. Promotion et protection des droits de l'homme. Et là, il fait promotion et protection des droits de l'homme, il gagne tout pour jouer un rôle conseil. Le rôle conseil, là, c'est une institution qui est là pour enquêter sur la violation des droits humains. Il gagne une attribution pour faire proposition de réforme législative. Il gagne attribution tout pour faire recommandation officielle aux autorités de l'État. Merci, Maître Amos Auguste. Maître Louville, je vais apprendre qu'au candidat pour être protecteur du citoyen. Information pas bon? Bon, information bon, M. Théodore, mais permettez-moi en tant que journaliste professionnel et moi-même tout, en tant que journaliste, même si je n'ai pas de micro, non, mais moi, que je réserve le droit pour ne pas opiner sur ça? Opiner sur ça. Pour qui ça? Bon, pour qui ça? C'est tout simplement une question d'éthique. Non. Dans la mesure où... Non, permettez-moi finir. Pour qui ça me dit une question d'éthique? C'est parce que sur la liste, et selon des informations que nous-mêmes nous recueillis, il y a environ 33 candidats. Et parmi les 33 candidats, je crois qu'au niveau du Sénat de la République, je t'ai supposé faire un tri de 3, bien de 5 ou bien de 10 personnes. Maintenant, profiter de antenne, de canal, métropole. C'est pas capable de faire d'ailleurs comme ça. Ou l'autre candidat en face, voilà tout. N'est-ce pas, Maître Auguste? Ou la donne tout? Mais oui, je suis sur la liste. Ou candidat tout. Bon, on ne va pas parler de ça, bon, même si on parle de ça lui-même. Donc, Maître Auguste ou même ou candidat pour une protecteur citoyen, pas vrai? Oui. Bon, là maintenant, si on a fait jaloux, il y a une trentaine de monde qui a fait jalousie parce que voilà. Nous d'accord. Mais nous sommes d'accord que nous avons prendre tout. OK. Maintenant, en quelques mots, professeur Edouville, dis-nous, pour qu'ils soient intéressés à un poste comme ça, et qu'ils soient au gagnant, qu'il faut quoi qu'on fait un bon officier protecteur du citoyen haïtien. Non, je vais renverser ces questions plutôt, et avec tout le respect que j'ai pour M. Théodore. D'abord, je suis capable de dire, dans un premier temps, rapidement, que moi, j'ai évolué dans la question des droits humains depuis près d'une trentaine d'années. Et depuis avant que je prenne la question des droits de l'homme, j'ai travaillé comme journaliste et on connaît que le journaliste et le défenseur des droits de l'homme exercent pratiquement les mêmes attributions, peut-être avec des outils différents. Donc, c'est tenant compte de tout ça qui fait que m'estimer que je suis capable d'aller dans ce sens-là. Maintenant, il y a une nuance quand même. Oui, il y a une nuance. Maintenant, nous n'avons pas la même finalité, c'est pas le même travail. Mais pratiquement, c'est presque sur le même terrain. Maintenant, la deuxième chose, nous estimons que l'Office de la protection du citoyen, c'est une institution très importante. Et même si Jean et M. Amostab dit que nous avons une justice qui fonctionnait très bien à 100%, mais on a besoin d'une institution indépendante qui est dirigée par un monde qui a une certaine indépendance, qui comprend les choses, lui-même qui est capable de jouer un rôle en tant que protecteur de la société véritablement. C'est-à-dire, prendre en compte de tout ça qui a passé dans la société, être à l'écoute de la société sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme de manière générale. C'est ça que je suis capable de dire. Et au quoi que vous êtes capable de contribuer à changer de donne. Bon, ça me réserve le droit pour d'accord, pas de c'est moi avec c'est moi qui ça à mon Auguste, ça dit ou dans le secteur déjà ou même. Oui, moi dans le secteur. Ou là-dedans déjà. Oui. Et vous voulez prendre promotion. Oui. Pour qui ça? Bon, faut moi dire M. Théodore et moi gagné en expérience dans l'État. Moi fait 2 ans de travail avec la commission de réforme de la justice 98 à 2000. Depuis 2000, je travaille dans l'OPC. Moi rentré dans l'OPC comme mon agent qui t'a fait éducation à la citoyenneté. Moi monté comme juriste enquêteur qui a travaillé pour recevoir plainte et à le rencontrer avec les autorités pour m'en corriger à bureau. Par la suite, moi je viens promu comme chef de service et de protection et chef de service des plaintes et enquêtes. Par la suite, de 2009 à date. Donc, ils sont en train de voter pour changer. Ça, moi, entendre voter. C'est que,
moi souhaité pour OPC côté sous tout espace côté qui gagne conflit, tout espace côté qui gagne violation de droits de l'homme OPC a là. OPC qui sous tout territoire là qui accessible, c'est-à-dire OPC a fait porter le bail citoyen de tous côtés parce que tout côté gagne mon a vivre, a gagner capable de gagner violation des droits humains. Un OPC qui entretenu de bons rapports parce que OPC pas un ONG droits humains, il est là pour entretenir de bons rapports avec les autres organes de l'État. Et à ce titre, nous là pour nous conseiller l'État. Nous pas là parce que nous pas on l'État dans l'État, nous sommes une institution étatique qui indépendante, qui jouit de prérogatives constitutionnelles et légales, qui fait que attribution que nous gagnons, il faut que nous coller avec l'État. Mais par la suite, ça qui est important pour me noter, c'est que OPC a un rayonnement international et en matière de progrès, et c'est la première fois que ça peut arriver côté OPC accrédité au statut A au sein du système des Nations Unies, qui fait que considérer c'est un organe qui conforme. Et là, c'est bravo pour l'État, puisque c'est l'État qui a accepté la loi à passer, son loi qui est adoptée par le Parlement, et elle était promulguée par le président Michel-Joseph Martelly. C'est-à-dire, c'est un organe pour nous-mêmes qui doit faire de enquête, recommandations à proposition de réforme. En même temps, nous gagnons pour nous chita avec le Parlement. Et là, je fais référence à un outil qui est important, qui c'est les principes de Belgrade qui étaient adoptés en la République de la Serbie, pour que yo établi type de rapport tout côté à travers le monde qui ont un type d'institution comme ça, type de rapport que doit entretenir avec le Parlement pour la promotion et la protection des droits. Monsieur Dupal fini, mais il y a deux petites questions d'après moi avec nous. Mais alors, bien que Maître Edouville un petit peu très réservé, très diplomate dans l'émission matin, par contre, ça, mais alors, le longue amitié, est-ce que Maître Edouville est un bon protecteur? Et pourquoi pas? Est-ce que un bon protecteur? On a déjà discuté, nous rencontré plusieurs fois sous question 1. Et parce que ce n'est pas journée, je dis, que nous rencontrons, nous avons plus d'une vingtaine d'années, M. Théodore, depuis que nous avons avancé. Dans le même domaine, nous avons protégé les citoyens. Depuis plus d'une vingtaine d'années. Est-ce que nous réalisons que nous sommes nous efficaces dans l'action pour protéger, pour défendre le monde? Bon, on n'a qu'à faire le jugement. Ok, non, pas moi de mauvais jugement. Ok. Question auditeur. Et nous connaissons arrivé tout. Je vais courir rapidement pour un petit temps pour me poser nos questions. Il y a un auditeur qui dit nous que qui sont capable de dire au sujet, on a parlé de droit à monde, on a parlé de respect de droit à monde, on a parlé de violation de droit à monde. Ça rapidement nous capable de dire au sujet de l'église qui est dans le quartier résidentiel. L'église qui est dans le quartier résidentiel. Oui. Bon, le but de l'église qui est dans le quartier résidentiel, ça veut dire qu'il y a des quartiers. Cap fait bruit, etc. C'est ça. Bon, c'est aussi un problème de droits humains. Parce que une génération de droits de l'homme que les droits à l'environnement, à la solidarité et à la paix. Donc, à chaque fois qu'on parle de tranquillité, de sécurité publique, eh bien, c'est un volet de droits humains. Donc, moi, je pense que l'auditeur doit tout simplement prendre contact. Il y a une structure pour ça. C'est la secrétaire d'État chargée de la sécurité publique. Donc, sécurité publique, ce n'est pas seulement en termes d'arrestation, en termes de l'autre difficulté, mais toute bagaille qui est censée mettre en question jouissance ou bien exercice d'un individu dans la société, eh bien, il doit attirer attention. Donc, c'est secrétaire d'État à la sécurité publique, c'est ça? Oui. Une grosse responsabilité. Maintenant, ça, le nouveau. Alors, il parlait de bar, auditeur parlait de bar, et un moment, probablement bar, oui, bar, boîte de nuit dans les quartiers résidentiels. Encore, c'est un problème de droits humains. Monsieur Théodore, tout côté qui a trouble à la paix publique, tout côté qui a nuisance sonore, parce que côté droit pour là, ou gain droit, faire une activité, il doit son entreprise, son business, ou une activité qui a marché, mais il faut qu'on reconnaisse l'autre monde qui est voisin, il a gagné droit tout. Mais on dit nous aimons bouillant même, comme si dans la côté bouillant, on a cherché lui. Et si bouillant pas fait, nous pas connaître une activité là pour dans la donner. Bouillant, c'est pour attirer. Moi, je pense, bon exemple, nous sommes l'église qui a fait bruit de côté et en communauté. On a décidé de porter plainte dans le tribunal de paix. Juge de paix a débarqué, il fait constat
pendant l'église en activité, et c'était le soir, chaque soir, il y a une nuisance sonore qui est exagérée. Le juge l'a déplacé, lui, réuni avec, bien entendu, c'est dans ses attributions conciliatoires, il a demandé pour plus ou moins et reconnaître que l'autre monde il a un droit tout pour ne pas faire et nuisance là. Est-ce que là probablement il faut sensibiliser mon pour reconnaître qu'il doit faire ça. Il faut sensibiliser mon yo. Il faut sensibiliser pour mieux connaître sur un restaurant là qui mettait tout au parallèle dehors, qui a fait bruit, et bien l'hypothèse atteinte ou même à la justice, à l'exercice de droit qu'on même en tant que citoyen. La loi permet tout déposer une plainte par devant une instance. Donc là, nous t'avons dit qu'il faut que nous préconisions une autre forme de construction et côté que un monde qui gagne une idée pour faire un club ou bien on va avec bruit là-dedans, c'est à mettre appareil aux gens qu'on a fait quantité de bruit en dedans et que bruit pas sur le mais c'est comme ça ça fait à l'étranger. Ou entrer dans une structure qui gagne un club, même si son jazz gap joué. Autant de bruit que l'a fait en dedans, mais l'ordre de la parking, non, on pas attendre ça capable. Et puis non seulement ça, tout, mais la police qui est toujours là pour tout, non seulement ça, prévenir tout dérapage qui est capable de gagner. Non seulement ça, tout. Maintenant, on prend l'initiative pour faire club là, tout. Il faut avoir une autorisation. Ou pas capable mettre ton club n'importe où. N'importe où. Ou pas capable décider de mettre ton club à côté d'une université, d'une école, d'une l'église, d'un hôpital. C'est dans l'autre état, ouais. Ah, mais il faut que nous révélions, M. Théodore. Il faut que nous révélions une nouvelle forme d'état, ça. Bon, et il y a l'autre auditeur qui te pose l'autre question. Alors, ces dernières-là, parce que nous sommes vraiment au-delà de l'heure. Question, c'est sur silence l'État par rapport à des faits, par rapport à une série de flagrances, par exemple. Question terre, par exemple, question spoliation. Non, moi, question, ça n'a pas agité sérieusement. Donc, question agitée au niveau du Parlement, le président de la commission Justice et Sécurité publique a agité depuis un certain temps, ainsi que ses collègues sénateurs. Et il a organisé une activité côté que tu as des représentants du pouvoir exécutif, tu as des représentants de la société civile. Je ne sais pas quoi, l'État a été silence. Naturellement, c'est une question brûlante d'actualité, mais là, nous sentons qu'au niveau de l'État, au plus haut niveau, il y a bougé. Mais formulation question, auditeur. Et quand l'État, par son inaction devant des faits flagrants, exemple du scandale de spoliation dans tout le pays, et que l'État reste silencieux malgré notes et appels au secours. Est-ce que ce n'est pas de véritables violations également? En fait, le droit de propriété est garanti par la Constitution. Qui ça l'État doit faire? Et c'est tout à l'heure, on a parlé de renforcement institutionnel. Tant que ou bon justice qui est de connivence avec des professionnels du droit, qui ne prend pas responsabilité pour rendre des décisions, qui pas respecté et qui pas cadré avec la loi, qui pas prend en compte droit l'autre monde, en justice qui pas soucieuse du respect des droits de l'homme, des droits fondamentaux, ou pas arriver à un état de droit côté droit mondiaux effectivement yo respecté parce que ça privé gain de monde c'est parce que gain de monde c'est parce que le pas gagné accès il pas capable pour un titre propriété le fait que il pas gagné moyen pour le payer un avocat yo signifié le papier il pas présenté et yo pral dégabil pas par défaut jugement par défaut un jugement par défaut et là le ça délai épuisement toute voie de recours yo passé. De toute façon, même si on n'a pas de bout de papier, le fait que les dépossédés de propriété de manière arbitraire et qu'on n'a pas de gagné en autorité, ou pas de en l'État, en structure, en mécanisme qui peut permettre, même si on n'a pas capable de payer un avocat et qu'il y a le défendu, il a exécuté sur et le ça a perdu. Maître Rouville? Bon, moi je pense que l'État n'a pas été inactif face à des cas de droits de l'homme, des atteintes aux droits de l'homme qui commettent par des particuliers. Et dans les cas qui sont ça de manière très précise, même pas quoi que l'État est inactif là, parce que vous sentez qu'il y a une certaine implication de toutes les instances au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement, au niveau du pouvoir judiciaire. Donc, en même temps, des commissaires du gouvernement près du tribunal de Port-au-Prince qui campait clair, qui dit de façon très claire, il ne peut pas accepter monter sous terrain monde comme ça. Donc, je pense qu'il faut que la société civile là toujours continue à mettre pression sur l'État pour l'État vienne beaucoup plus efficace. Maître Rouville, c'est un plaisir pour nous gagner au matin. Maître Auguste, merci. Nous avons accepté de partager le plateau. Matin, faire valoir position, point de vue, nous. Même si moi, Maître, je ne suis pas tellement enthousiasmé pour me parler de ça, mais je me rappeler
que nous tous deux nos candidats pour devenir protecteurs du citoyen, puisque au PC, officier protecteur. De grâce, M. Théodore, de grâce. Ah ben d'accord, on a pris sur ça. Merci beaucoup, monsieur. Okay, merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Amos Auguste, spécialiste en droits humains, directeur de droits humains. Renan Idouville, professeur de droits humains à l'université et membre de la commission présidentielle sur les prisons, étaient les invités de la rubrique Le Point de ce mercredi. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.